Je vais vous parler du hasard. J'ai une lecture cet été qui m'a intrigué, amusé et au fond m'a renvoyé à tous ces sujets d'accompagnement et de la capacité à saisir ce qui passe autour de nous. Bienvenue pour Voilà. cette Alors, nouvelle édition des Chroniques Melchior pour l'entrepreneur. Tous les vendredis à 10h30, on va parler de sujets qui concernent les entrepreneurs. voilà, je voulais vous parler du hasard euh, au travers d'une lecture un peu inattendue de l'été, un bouquin qui s'appelle Ces petits riens qui ont fait l'histoire, écrit par Pierre-Yves Gonzé. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées dans ce bouquin, notamment la capacité de cet auteur à nous rappeler que la place des petits riens dans nos vies est beaucoup plus grande qu'il n'y paraît, première chose. Deuxième chose, que le hasard agit au moins autant que les grands hommes. On a une vision en fait assez héroïque de l'histoire et on oublie qu'à côté des héros qui font l'histoire, il y a des choses qui relèvent avant tout des circonstances. D'ailleurs, ces grands hommes bien souvent, sont aussi, j'ai envie de dire, le fruit du hasard. Voilà le bouquin. Je vous emmène tout de suite dans cette définition, cette description du hasard qui a été posée par un philosophe, Antoine-Augustin Cournot, qui est cité au début du bouquin. Est hasard le produit de la rencontre de faits rationnellement indépendants. Il y a une chose qui me paraît importante, le hasard, ce n'est pas un fait. Le hasard, c'est plusieurs faits qui coïncident à un moment donné. Et j'aime beaucoup cette subtilité. Vous allez voir pourquoi, au travers d'une histoire, pardon à tous nos amis anglais, je fais le disclaimer auparavant, parce que je sais que certains vont trouver que je personnalise la chose, mais pas du tout. Je vais vous parler de Guillaume le Conquérant, ou plutôt, l'auteur nous parle de Guillaume le Conquérant. Vous vous souvenez sans doute, puisque vous êtes bon en histoire, Édouard le Confesseur n'a pas d'enfant, roi d'Angleterre. Il aurait fait de Guillaume son héritier. Alors, dans l'histoire, il semble qu'il a promis à plein de gens sa couronne. En tout cas, Guillaume a eu la promesse qu'il serait l'héritier. Il y a un deuxième personnage important, Harold Godwinson, comte de Wessex. Harold, dans des circonstances plus ou moins troubles, a fait allégeance à Guillaume, en lui promettant qu'il lui fournirait son appui à la succession d'Édouard. Harold, c'est un comte qui possède le tiers de l'Angleterre. C'est le deuxième homme du royaume. À la mort d'Édouard le Confesseur, assez naturellement, rien ne se passe comme prévu. Harold déclare que, sur son lit de mort, Édouard lui a promis la couronne, et donc fait en sorte d'être proclamé roi. Tout ça irrite, c'est le moins qu'on puisse dire, Guillaume. Pas que Guillaume, d'ailleurs. Il y a un deuxième homme, Harald, roi du Danemark ou de Norvège, je ne sais plus, à qui on a aussi fait des promesses à la génération du dessus, est agacé. Du coup, Harold se retrouve avec une opposition et de Guillaume et de Harald, au point que Guillaume rassemble une flotte. Vous connaissez l'histoire. Il la rassemble à Varaville. Varaville, vous voyez sur la carte au nord-est de Caen. C'est assez loin de l'Angleterre. Le souci pour Guillaume, c'est que les vents sont défavorables. Et donc, je vais vous raconter l'histoire de Guillaume telle qu'on ne la raconte pas. Ces vents défavorables font que, il faut qu'il tienne ses troupes. Pendant des mois, il est bloqué à Varaville. Et pendant des mois, il essaye de mobiliser ses hommes pour qu'ils restent. On est à une époque où on est dans des armées d'ost. Les armées d'ost, vous appelez vos vassaux, ils vous doivent une période de service. Passé la période de service, ils peuvent rentrer chez eux. C'est la contrainte qui fait que le système d'ost fonctionne. Du coup, Guillaume va inciter les uns les autres à rester et, au travers d'entraînements, constitue de fait une armée qui est relativement efficace. Grâce au vent défavorable, l'armée qu'il constitue est efficace. Le vent tourne assez tard, le 12 septembre.
mais il ne tourne pas complètement. Il tourne vers l'est, il ne tourne pas vers le nord. Notre ami Guillaume décide malgré tout de lever l'ancre et part pour la baie de Somme. La baie de Somme a un avantage, c'est que ça le rapproche significativement de l'Angleterre. Pendant ce temps-là, il y a notre ami Harald qui débarque au nord de l'Angleterre. Vous savez, le deuxième prétendant. Ça provoque pas mal de troubles parce que naturellement, le roi proclamé d'Angleterre est obligé de traverser l'Angleterre. Il est obligé de remonter en catastrophe du sud de l'Angleterre jusqu'au nord. En 5 jours, Harold, à la tête des troupes qui arrivent à suivre, remonte au nord de l'Angleterre. Remontant au nord de l'Angleterre, il arrive à surprendre Harald au point où il le bat, mais par là même, Guillaume, qui apprend qu'il y a eu un débarquement dans le nord, se dit « Mon heure est venue, les vents ont tourné définitivement, il traverse. » Il traverse, mais lorsqu'il débarque, il reste à Hastings, fortifie un peu la position, profite d'avoir ses bateaux derrière lui, au cas où, si les choses tournaient mal. Harold, en catastrophe, revient en arrière. Vous imaginez, en 5 jours, il est monté au nord de l'Angleterre, et en quelques jours à nouveau, il redescend pour combattre. Il combat, perd, Guillaume a gagné. Je reviens à la définition, plutôt à la phrase qu'utilise Bourneau à propos du hasard. Est hasard le produit de la rencontre de faits rationnellement indépendants? La mort d'Édouard le Confesseur, des vents contraires, un deuxième prétendant qui décide de débarquer au nord. Tout ça, c'est la rencontre de faits rationnellement indépendants. Vous savez que chez Melchion, on aime bien parler du hasard sauvage et de Taleb. Le hasard sauvage, c'est l'explication par Taleb de pourquoi nous ne comprenons pas, pourquoi nous ne sommes pas câblés pour bien mesurer la portée de la chance, du hasard, des statistiques. L'un des enseignements, je vous l'ai fait très bref, le bouquin est épais, il est dense, il est instruit, savant, érudit. L'un des enseignements, c'est que nous sous-estimons la place du hasard. Un deuxième enseignement de ce bouquin, c'est que nous surestimons la causalité. Nous adorons tisser des liens entre des événements qui n'ont aucun lien. Et c'est un piège parce que notre cerveau est attrapé par ça. C'est au point que Nicolas Taleb parle de la tentation que nous avons de la narrative fallacie. Nous adorons rétrospectivement raconter des histoires. Tout entrepreneur a cette tentation. Quand il raconte son histoire à la fin, pas du tout l'histoire qui a patiemment été élaborée. C'est normal, ça s'appelle de la com, mais c'est aussi cette façon que nous avons de re-raconter notre histoire. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que face au hasard, en fait, nous pouvons agir. Un ami entrepreneur, l'histoire, vous l'avez peut-être entendue dans la bouche d'un des bras droits de Xavier Niel, Jean de la Roche-Brochard, parce qu'il l'utilise régulièrement. La narration qu'en fait un ami est intéressante. Face au hasard, Arnaud de la Fouchardière, entrepreneur, dit « Il y a 2 types de profils. Il y a d'abord les héros, ces hommes qui sont révélés par les circonstances. Il a fallu les circonstances pour qu'ils soient héros. C'est intéressant, mais fondamentalement, ce n'est pas forcément des entrepreneurs. C'est des gens qui, passant par là, sont mis sur le devant de la scène. » Et Arnaud décrit une deuxième personne, un deuxième profil, les audacieux, ceux qui décident d'avancer, ceux qui n'ont aucune illusion sur le chemin. Il va être difficile, les choses ne se font pas comme ça, mais ce n'est pas parce que le chemin est difficile qu'ils s'estiment démunis. Arnaud dit qu'ils ont la certitude qu'ils trouveront en chemin des ressources. Cette deuxième catégorie probablement résonne un peu fort pour vous. Je les appellerais des entrepreneurs tels que nous, Melchion, on aime les accompagner. Ce sont des gens qui savent qu'il y a des obstacles, qu'ils savent qui sont conscients que ces obstacles peuvent probablement être surmontés et qui ne s'arrêtent pas face à ces obstacles.
Donc, je vous propose, vous qui êtes entrepreneur, d'avancer face aux surprises du hasard comme des audacieux. Et là, je vous renvoie à l'effectuation. D'abord, en accueillant les surprises. Vous vous souvenez le principe de la limonade. Non seulement en accueillant les surprises, mais en faisant avec ce que vous avez, y compris avec les ressources que vous apportent les surprises. Parce que vous vous souvenez, comme entrepreneur, vous savez agir en limitant votre action à là où vous avez du contrôle. Et c'est ça le sujet de l'entrepreneuriat. C'est cantonner son action là où on a du contrôle. Éviter de perdre de l'énergie sur de la prédiction qui n'est pas nécessairement pertinente, mais bien d'agir là où le hasard nous permet d'agir. Voilà. Le hasard existe, on peut y faire face, c'est la combinaison de faits inattendus, et vous avez des outils avec l'effectuation pour le surmonter.